J'ai fait une enquête auprès de plus de 2400 femmes. Il y en a 87% de celles qui ont un cycle ressentent des variations psychologiques, d'énergie ou d'humeur. Et tout le monde s'en fout. On nous laisse nous dépatouiller avec ça, à croire qu'on est la seule folle dans notre coin. Si on a de la chance d'avoir des sœurs, des cousines à qui en parler, on a peut-être entendu parler que d'autres vivaient la même chose. Puis si c'est pas le cas, à part se prendre dans la figure t'as tes règles ou quoi quand on n'est pas sympa en réunion, on n'en a jamais entendu parler. Et donc, voilà, et comme le dit très bien la créatrice de la page SPM Ta Mère, elle dit, mais si on se retrouve à être nul, à se sentir nul 10 jours par mois, comment on peut penser qu'on est capable de faire des grandes choses le reste du temps, en fait? Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 23. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous survivez, vous êtes de bonne humeur, vous thrivez dans certains cas. J'espère que les circonstances sont bonnes pour vous, puis si elles sont pas, sachez que tout est temporaire et que on va passer au travers de n'importe quelle crise qui va se présenter à nous. Aujourd'hui, sur le podcast, on parle d'un sujet bien important et j'ai parlé du cycle menstruel. Pourquoi je voulais qu'on parle de cycle menstruel sur un podcast qui parle d'ambition et qui parle d'affaires, de présence en ligne, etc. Mais c'est parce que, en tant que femme, on oublie souvent qu'on est aussi des personnes très ancrées dans notre corps, si bien qu'on connaît pas nécessairement comment optimiser notre présence au monde quand on passe à travers certaines phases de vie et ne serait-ce que notre cycle mensuel qu'on connaît si peu et à cause qu'on a vécu dans une société pendant toute notre vie qui est très patriarcale, c'est pas nécessairement un sujet dont on parle ouvertement, c'est pas nécessairement une connaissance qu'on se transmet souvent de femme en femme, comment bien vivre en tant que femme avec notre cycle. Et une des raisons aussi pourquoi c'est super important de parler de son cycle, c'est que naturellement, avec toute la hausse et la baisse hormonale, ça influe beaucoup notre la façon dont on show up, la façon dont on va travailler, notre niveau d'énergie, notre niveau d'émotionnalité, comment on interagit avec les gens. Et je trouve que il y a beaucoup de blagues qui se font sur les femmes en SPM ou sur le syndrome prémenstruel ou sur la ménopause ou des choses comme ça, sans qu'on comprenne vraiment bien qu'est-ce qui se cache derrière ça, puis sans aussi qu'on célèbre les avantages qu'on a aussi d'avoir ces fluctuations dans notre corps. Parce que, moi, je me rappelle quand j'ai eu mes menstruations quand même assez jeune, j'avais 10 ans, et pour moi, c'est venu comme, on m'avait pas parlé de ça, je savais pas ce qui m'arrivait, j'avais un peu honte, j'étais gênée, et je trouve que, vivre ça quand t'es au primaire, puis après ça au secondaire, avec tout ce que ça implique comme passage, on n'a pas vraiment de rituel pour ça, on n'a pas vraiment non plus de... Je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez, si bien que ça reste caché. Souvent, on va avoir des choses pour être sûr que, on n'est pas... on va pas avoir de fuite ou des choses comme ça, mais aussi quand on entend les hommes souvent se moquer de notre émotionnalité ou... peut-être c'est juste des fois, juste l'idée que notre peau va changer à cause des changements hormonaux. Puis après ça, on prend la pilule, puis on manipule beaucoup nos hormones en tant que femme pour correspondre à un certain standard, je pense,
de comment on devrait être et comment on devrait fonctionner. Et je pense que bon, plus on va être en connaissance de ce qui se passe en nous, plus on va être en contrôle aussi des résultats qu'on va apporter dans le monde. Et c'est la même chose avec tout ce qui est hormonal au niveau de la fécondité, des choses comme ça. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux hormones quand il est venu le temps de me questionner sur si j'allais pouvoir avoir un enfant naturellement. Et j'ai lu beaucoup sur notamment l'alimentation, les produits qu'on utilise à la maison, puis les choses comme ça. Puis j'ai réalisé à quel point encore une fois, c'est très méconnu et on va beaucoup médicaliser tout ce qui est hormonal chez la femme, alors qu'on pourrait juste changer certaines façons d'être, certaines façons de voir, puis certaines façons d'être connecté avec soi-même pour améliorer notre relation qu'on a avec nos cycles. Donc aujourd'hui, c'était une longue introduction, mais aujourd'hui, je reçois une spécialiste du cycle menstruel et j'ai nommé Gaëlle Baldassari. Alors, qui est Gaëlle Baldassari? Eh bien, c'est une pédagogue en psychologie du cycle menstruel. Après 14 ans dans la banque, à avoir des postes avec des responsabilités, elle se forme à l'approche neurocognitive et comportementale. Pour, en juillet 2007, elle va développer une activité autour du cycle menstruel parce qu'il lui semble vraiment fondamental de diffuser ce savoir. C'est là qu'elle va créer Kiffe ton cycle et c'est par là que je l'ai connue. Et Kiffe ton cycle, c'est quoi? C'est une formation en ligne pour aider les femmes à ne plus subir leur cycle et l'utiliser à leur profit. Donc, face au succès qu'elle a rencontré, elle a écrit un livre aussi qui s'appelle Kiffe ton cycle et qui a été paru en avril 2019 aux éditions Larousse. Puis, bon, elle a lancé la formation en ligne avec Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles de 10 à 17 ans, ce que je trouve absolument fantastique. Et elle est aussi la créatrice du Sommet du cycle menstruel, dont la 3e édition a eu lieu du 29 mars au 4 avril. Les premières éditions de cet événement-là, ils ont rassemblé plus de 10 000 participantes, comme quoi que c'est vraiment un sujet important et intéressant dont les femmes veulent être plus au courant, en savoir un peu plus là-dessus. Et voilà, donc n'importe quoi qui est en lien avec Kiffe ton cycle, vous savez que c'est Gaëlle Baldassari, vous avez compris que c'est une intervenante qui vient de France, et il va y avoir une nouvelle version de Kiffe ton cycle qui va paraître le 6 mai. Donc, je vous invite à aller visiter sa page si vous êtes intéressé à savoir un petit peu plus comment qu'elle fait. Sinon, ben on a eu une entrevue où est-ce qu'on s'est vraiment entretenu de long en large sur son approche, sur comment elle en est venue à s'intéresser aux menstruations, puis aussi elle nous donne des petits trucs pour reconnecter justement avec soi-même, reconnecter avec son cycle et comment ça peut influencer notamment notre présence au travail, notre présence en tant qu'entrepreneuse. Bref, une discussion super, super intéressante que je vous invite à écouter du début à la fin. Petite dernière annonce avant qu'on se quitte. Si vous êtes en train de réfléchir à vous lancer en entreprise ou si vous avez un changement de carrière à faire parce que peu importe la raison, vous êtes en train de vraiment réfléchir à ce qui vous fait kiffer justement, je vous invite à m'écrire parce que je lance un nouveau coaching de positionnement qui s'appelle Positionnement authentique, qui se décline en 5 semaines. Et je prends 2 personnes par mois à partir de ce mois-ci. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi à tatiana@mtamark.com pour avoir tous les détails. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Donc, bonjour Gaëlle, bienvenue sur l'ambition au féminin. Merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Bonjour Tatiana, je suis ravie d'être avec vous. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton expertise, qui est vraiment le cycle menstruel. Et je pense que c'est un sujet extrêmement fascinant, extrêmement sous-informé, sous-développé, dont on n'est vraiment pas, en tant que femme qui on a vécu 20, 30, 40 ans à vivre un cycle menstruel, qui soit tellement inconnu pour nous. Et je trouve ça aussi super intéressant que tu en aies fait un petit peu ton sujet d'intérêt principal. Donc, sachant que les menstruations, c'est un peu un sujet tabou, relégué à la noirceur, dans lequel il n'y a pas
il y a pas beaucoup de discussions, même entre femmes. Comment est-ce que t'en es venue à t'intéresser à ce sujet-là? Alors moi, je suis venue à m'intéresser à ce sujet-là complètement par hasard, hein. Clairement, à l'origine, je travaillais dans la banque. J'avais très rarement mes règles, 3 fois par an à peu près, et ça me convenait parfaitement, mais vraiment parfaitement, jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant. Et là, ça a beaucoup moins bien marché, ça m'a beaucoup moins bien convenu. Et donc les médecins m'ont dit, il va falloir partir en procréation médicalement assistée, être aidé par la médecine pour réussir à avoir un enfant, vu cette situation d'avoir trop peu souvent mes règles. Et quand j'ai commencé à faire de la procréation médicalement assistée, à me piquer d'hormones, j'ai vu des changements énormes au niveau psychologique m'arriver. Moi, à cette époque-là, j'étais directrice d'une agence bancaire. Donc j'avais une équipe, j'avais des clients, etc. Et je me rendais compte que je devenais assez irascible avec une partie de mon équipe. J'avais plus de mal à accepter certaines choses et tout. Et quand j'ai demandé aux médecins qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que faisaient les hormones, ils m'ont répondu « Ah non, mais ça doit juste être le stress de vouloir avoir un enfant ». Et puis quelques mois après, parce qu'en fait la procréation médicalement assistée a duré assez longtemps, je me suis retrouvée à faire un burn-out. Et à la fin de ces 5 mois, quand je commençais à remonter la pente et à aller mieux, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre l'impact des hormones sur moi. Qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui m'était arrivé, parce que j'ai vu tellement un avant-après hormones que là, je suis tombée de mon cocotier, comme on dit. J'étais une ancienne passionnée de biologie. J'avais fait des études de biologie à la faculté, donc après le baccalauréat en France. Et donc, j'ai reconnecté avec tout ça. Je suis allée voir les recherches qui existaient. Je suis allée voir tout ce qui pouvait exister sur les hormones. Et je me suis rendu compte que les hormones avaient un impact énorme sur nous et qu'on me l'avait jamais dit. Donc, j'ai déjà pris cette information pour moi. J'ai commencé à me dire que moi-même, c'était un problème, que mon cycle ne fonctionne pas. Quand ma fille est née, après le retour de couche, j'ai continué à m'observer. Mon cycle allait un petit peu mieux. J'avais vu des choses qui s'amélioraient. Puis je cherchais des moyens encore d'améliorer des choses. Et puis surtout, j'ai commencé à m'observer au niveau psychologique, les variations, les changements. Et là, j'ai vu que oui, il se passait des choses. J'ai commencé à poser des questions autour de moi, aux femmes, qui me disaient la même chose. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible que personne n'en parle. C'est pas possible que personne n'en parle parce qu'en fait, je réagis comme ça parce que je me dis, le problème, c'est que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie des femmes. J'ai fait une enquête auprès de plus de 2400 femmes. Il y en a 87% de celles qui ont un cycle ressentent des variations psychologiques, d'énergie ou d'humeur. Et tout le monde s'en fout. On nous laisse nous dépatouiller avec ça, à croire qu'on est la seule folle dans notre coin. Si on a de la chance d'avoir des sœurs, des cousines à qui en parler, on a peut-être entendu parler que d'autres vivaient la même chose. Puis si c'est pas le cas, à part se prendre dans la figure t'as tes règles ou quoi quand on n'est pas sympa en réunion, on n'en a jamais entendu parler. Et donc, voilà, et comme le dit très bien la créatrice de la page SPM Ta Mère, elle dit, mais si on se retrouve à être nul, à se sentir nul 10 jours par mois, comment on peut penser qu'on est capable de faire des grandes choses le reste du temps, en fait? Absolument. Absolument. Puis j'ai l'impression que je me suis beaucoup posé la question parce que moi aussi, on m'avait dit que j'allais devoir aller par la procréation assistée pour tomber enceinte à cause de problèmes hormonaux. Tu sais, on m'avait diagnostiqué des ovaires polykystiques et blablabla. Et à un moment donné, je me suis juste dit, après avoir été médicalisée, on m'a donné des médicaments pour voir si ça... J'étais comme non. Il y a quelque chose, tu sais, mon corps devrait être capable de faire ça et je pense retourner vers moi, penser à mon alimentation, des choses comme ça, a vraiment aidé, si bien que je suis tombée enceinte naturellement le jour où j'allais commencer la procréation assistée. Ça, c'est la petite anecdote. Mais bref, fait que je me suis vraiment beaucoup questionnée sur tout ce qui était la médecine traditionnelle et le caractère misogyne, puis je vais l'utiliser, là, le mot misogyne quand même par rapport à la méconnaissance qu'on a de la santé de la femme et de sa réalité. Et dans mon cas, ça a été vraiment de me tourner vers des médecines alternatives un petit peu, puis tu sais, des choses un petit peu moins mainstream, mais
toi, t'as vraiment continué à faire des recherches plus du côté endocrinien ou des choses comme ça. Comment t'as approché ton investigation? Alors du coup, moi j'ai commencé par des observations. Donc vraiment une approche un peu pragmatique de dire, OK, qu'est-ce que vivent les autres? Est-ce qu'on vit la même chose ou pas? Quelles sont les différences? Et puis ensuite, je suis allée voir effectivement du côté de la recherche. Qu'est-ce qui existait? Donc en France, il y avait très peu de choses. Aux États-Unis, j'ai trouvé des chercheurs, au Canada aussi, donc comme quoi. Par contre, ce que j'ai découvert, qui était très intéressant, c'est que sur l'ensemble de, on va dire, de cette dizaine de recherches que j'ai pu rassembler, donc sur le sujet qui m'intéressait moi, qui est les variations psychologiques pendant le cycle menstruel, sur la dizaine de recherches que j'ai trouvées, il y en a à peu près 5 qui disent qu'il n'y a aucun impact du cycle sur la psychologie et 5 qui disent que la femme est comme pilotée avec une télécommande par son cycle menstruel. Wow! OK. Et j'étais d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. C'était pas non plus les observations que j'avais autour de moi. Et je me suis rendu compte, et là c'est pour avoir discuté avec des chercheurs en France, en général du principe de la recherche, c'est qu'ils m'ont expliqué, mais on cherche sur une hypothèse, Gaëlle. Et cette hypothèse, on a envie de la valider. Donc on va parfois tourner les choses, et quand c'est une science aussi peu exacte, on va dire, que la psychologie, en réalité, on va réussir à trouver dans les mêmes résultats de recherche tout et son contraire, tel qu'on a le présenter. Donc je me suis dit, ok, je vais pas pouvoir m'appuyer sur ceci. Et puis en plus, on est sur des recherches avec des cohortes ridiculement faibles. Il y a une des recherches à laquelle je pense, qui est peut-être une des plus sérieuses qui a été menée. On est sur une cohorte de 23 femmes. Wow, OK. C'est un Voyons peu donc. tentatif. Comme si on n'allait pas pouvoir trouver des femmes qui pourraient Voilà. correspondre au profil. Wow, OK. Je me suis dit, bah, c'est pas là que je vais trouver. Uh-huh. Donc, et donc, j'ai mené cette enquête auprès de 2400 femmes. J'ai commencé à interroger les femmes, à écouter les femmes. Et je me suis dit, bah, les chercheurs savent pas mieux que nous ce qui nous arrive. Si moi, je compile des grandes quantités de données, je vais avoir des informations. Mm-hmm. Donc ça. Ensuite, je suis allée chercher plus en détail, hormone par hormone, quel était l'impact de chaque hormone, Mm-hmm. comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait. Je vais donner un exemple, mais voilà, on sait que les oestrogènes ont plutôt tendance à refroidir le corps et à faire accélérer l'activité, alors que la progestérone a tendance à réchauffer le corps et à faire ralentir la... Et j'ai été voir comme ça, hormone par hormone, ce qui existait comme information sur l'impact sur notre psychologie. Donc c'est vraiment de l'empirique plus de la recherche un petit peu au cas par cas qui m'ont amené à ça. Au sein d'une communauté de femmes qui étaient ouvertes à justement investiguer ce côté-là chez eux. Bah c'est ça. Ça a été ça l'idée effectivement de trouver. Mais mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des femmes qui sont ouvertes à Oui, ça absolument. parce que l'envie de se comprendre, l'envie d'arrêter de perdre en confiance en soi tous les cycles, c'est une envie qui est communément répandue. Oui, puis j'aimerais ça justement que tu nous parles un peu plus de ça, de comment tu vois le lien entre confiance et cycle et comment est-ce que mieux connaître son cycle peut nous aider à justement reprendre confiance en nous-mêmes ou du moins être plus indulgente. Je sais pas quel mot tu utiliserais pour décrire ce qui se passe à ce moment-là là, dans... Moi, je dis carrément qu'on peut effectivement gagner en confiance, on peut aussi gagner en endurance et en efficacité quand on connaît son cycle. Donc, pour moi, c'est les trois piliers de la réussite. Tu vois, confiance, endurance, efficacité, on est quand même dans le pilier de la réussite. Et pour moi, le cycle menstruel, la connaissance et la compréhension du cycle peut nous permettre de gagner des points sur ces trois piliers-là. Alors, comment? Bah déjà, la première chose, en se comprenant. Moi, avant de connaître le fonctionnement du cycle menstruel, quand je me sentais fatiguée, je me mettais un coup de pied aux fesses. Quand je me sentais en pleine forme et que j'avais envie de faire plein de choses, je me disais, oh là là, Gaëlle, va pas trop vite quand même, parce que si tu travailles trop par rapport aux autres collègues, etc., on va t'en mettre un peu plus, donc fais attention, va pas trop vite. Et en fait, j'étais toujours en train de me dire, par exemple, j'étais en train de faire ma comptabilité et je me disais, il faudrait que j'appelle mes clients. J'étais en train d'appeler mes clients et je me disais pourquoi j'ai pas fait le rangement dans mon classement, etc. J'étais toujours en train de me dire que je devrais être en train de faire autre chose que ce que j'étais en train de faire. Et ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y avait ma tête qui avait l'envie de faire un programme précis sur le mois, peut-être tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça, etc. Et il y avait mon corps
aidée par les hormones, qui me proposait un autre programme. Et je faisais le programme de mon corps aidé par les hormones, mais j'avais ma tête qui râlait et qui culpabilisait parce que je faisais pas le programme de ma tête. Intéressant. Donc, ce que j'ai compris, c'est que déjà, en réalisant qu'il y a des fluctuations qui sont liées au cycle menstruel, qu'elles sont normales. Non seulement elles sont normales, mais en plus, c'est un atout. On va en parler juste après. Vraiment, c'est un atout. En réalisant qu'il y a ces fluctuations, qu'elles existent, on arrête de lutter contre soi. Donc, on arrête de générer ce que moi j'appelle le stress menstruel. C'est-à-dire quand on est en train de lutter contre ce que notre corps nous propose de faire. Et on est en train de culpabiliser, en train de s'énerver et de perdre de l'énergie. Donc déjà, on fait sauter le stress menstruel en acceptant qu'il y a des fluctuations et qu'on peut les suivre. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser que non seulement il y a des fluctuations, non seulement on peut les suivre, mais en plus, ces fluctuations sont un chef de projet interne. C'est-à-dire qu'elles portent en elles-mêmes, intrinsèquement, le processus d'un projet, le processus de toute la réalisation d'un projet. Et là, on se rend compte que c'est un truc de fou de pirater ce qu'on a à l'intérieur de nous. Alors qu'on a ce chef de projet qui, en fait, tout simplement, commence par nous proposer de nous mettre en mouvement et puis ensuite d'aller communiquer sur ce sur quoi on s'est mis en mouvement et les fruits qu'on a récoltés. Ensuite, d'aller voir quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'il y a à résoudre. Et enfin, de prendre un petit peu de recul et de repos avant de se remettre en mouvement pour faire le bilan et décider ce qu'on va refaire. Et ensuite, on se remet en mouvement. Là, quand je te le dis comme ça, je sais pas si tu vois. Ben oui, les cycles d'un projet, je veux dire, c'est comme si on pilait sur les pieds de notre leader interne, dans un sens. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'on a un chef de projet intégré qui est là, qui nous a été offert. On nous a dit, c'est bon, mes cocottes, vous avez besoin d'empowerment, on te le donne, cadeau. Bon, en contrepartie, du coup, c'est toi qui vas un peu galérer au moment de la grossesse, mais quand même, tu l'as toute la vie, le chef de projet, quoi. Et nous, on est là en train de le pirater parce qu'on le connaît pas, parce qu'on nous l'a vendu comme quelque chose de négatif, et que du coup, on est tout le temps en train de lutter contre. Absolument. Puis quand je t'écoutais parler du cycle, ça m'a fait penser aussi, on entend beaucoup à propos du cycle lunaire. Est-ce que, pour toi, mythe, vérité, s'il y a une corrélation ou non, c'est de l'ésotérisme, comment tu vois ça? Moi, je vois ça comme si vous vous sentez connecté, si tu te sens connecté à la Lune, j'ai aucun problème avec ça. Après, je suis allée voir les études. Je t'ai dit tout à l'heure, mon approche, elle est empirique et pragmatique. Voilà, je suis allée voir les études. Il y a Clou, qui est une des plus grandes applications mondiales de suivi du cycle menstruel, qui recense des millions de cycles, qui a regardé. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'y a aucune connexion entre la Lune et le cycle menstruel des femmes. Tous les jours, à chaque jour, il y a un quart des femmes à peu près qui ont leurs règles. Tous les jours de la vie, du monde, etc. Aucune incidence de la pleine lune, de la nouvelle lune. Peut-être qu'il y en a eu une à une certaine époque, mais rien ne nous le prouve. Hypothèse là-dessus sur la glande pinéale qui est capable de voir la luminosité, etc. de la nuit et tout. Je dis pas que c'est faux. Je dis juste que pour l'instant, on n'a absolument pas réussi à le prouver. Et moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que, tu vois, les femmes, elles ont cet effet un peu bonne élève. Un peu ce côté, moi, dès que je découvre un nouveau truc, j'ai envie d'être la bonne élève. Et il y a même ça avec le cycle menstruel. Moi, ça me fait tomber de mon cocotier à chaque fois quand il y a des femmes qui me disent « Ah ouais, mais j'arrive pas encore à être connectée avec la nouvelle lune, machin et tout. » Je leur dis « Mais vous comprenez le truc que vous mettez dans la tête? Enfin, c'est quoi l'intérêt de vouloir être la bonne élève avec son cycle? Enfin, il n'y a aucun intérêt. Un cycle naturel, il fait de 21 à 35 jours sans être pathologique. Faut arrêter. Il y a 13% des femmes qui ont un cycle qui fait 28 jours. 13%. On est d'accord. Ouais, peut-être que dans le fond, l'idée du cycle lunaire, ce que ça apporte aux femmes, c'est juste une illustration de quelque chose qui est cyclique, justement, puis qui serait pas à l'intérieur d'elle-même. Tu sais, je pense que c'est peut-être juste un support pédagogique ça, dans un sens. Si c'est ça, ça me dérange pas. Mais ce qu'il faut pas, c'est en tout cas, ce qu'il faut pas, non, c'est nul de dire ce qu'il faut pas. Ce qui me dérange, on va dire. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu les élus, tu vois, qui ont été touchés du doigt par la grâce de la lune, qui saignent soit à la nouvelle lune, soit à la pleine lune. Et puis, il y a les autres. Il
Et tu vois, ça me dérange. Les Parce que erratiques. moi, je pense que toutes les femmes sont absolument extraordinaires dans ce qu'elles sont, Ouais. qu'elles aient ou non un cycle menstruel qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas bien, et que rien n'a à être dévalorisé de ça, tu vois. Du coup, c'est ça qui me dérange quand on ramène systématiquement à la Lune. Voilà. Après, ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a d'autres espèces que l'humain qui a des cycles avec une ovulation du même système, avec des règles, etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Et les autres n'ont pas de cycles qui ont une durée qui soit proche de celle de la Lune, tu vois. Donc je me dis, pareil, qu'est-ce qui ferait que... Moi, je suis complètement d'accord. En plus, l'image de la Lune, avec la Lune croissante, la Lune décroissante, est une image, une métaphore qui est absolument extraordinaire et qui est proche de nos réalités, mais il ne faut pas que ça devienne un objectif. Je comprends. Et là, tu parlais, mettons, des 4 étapes du projet, je sais pas, là, du project manager interne. Peux-tu juste nous rappeler un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe dans notre corps à chaque étape de l'ovulation et tout ça? Alors, en fait, le cycle, il commence le premier jour des règles. Donc, les premiers jours des règles rouges, on se pose souvent la question, ce qu'on appelle le sang frais, en fait. Donc, il peut y avoir un petit peu de sang un peu marron qui sort la veille, par exemple, ou l'avant-veille. Et là, ça, c'est pas le premier jour des règles. Donc, le cycle commence le premier jour des règles. Et à ce moment-là, les hormones sont au plus bas au niveau du corps. Donc, toutes les hormones sexuelles sont au plus bas. Ce qui explique qu'on se retrouve un petit peu dans une énergie très basse. Et aussi une énergie où les émotions sont relativement apaisées, finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de pleurer, mais il n'y a pas des envolées lyriques, etc. Dans cette période-là. Et donc là, les hormones sont au plus bas. Ensuite, comme on a commencé à recruter déjà quelques jours avant les nouvelles règles des follicules qui vont se lancer dans la course pour devenir le follicule qui va ovuler, c'est au fur et à mesure que ces follicules vont grandir, il va y avoir de plus en plus d'œstrogènes qui vont se créer. Et puis à un moment, il va y avoir un follicule dominant qui va être vraiment recruté. Et là, en fait, on va arriver, il va grossir, l'ovaire sécrétant de plus en plus d'oestrogènes au fur et à mesure. Et à un moment, il va être suffisamment gros pour que le corps se dise « Ok, là, c'est le moment, on envoie la sauce, on va ovuler ». À ce moment-là, on a un pic de 2 hormones qui s'appellent la LH et la FSH, qui permettent de générer l'ovulation. Il y a l'ovulation qui se passe, la quantité d'œstrogène diminue d'un seul coup dans notre corps. Et puis, c'est la progestérone qui va commencer à monter. La progestérone, c'est l'hormone qui va permettre de préparer l'arrivée d'une grossesse. Progestérone, là, qui est pour la gestation, en fait. D'accord ? Et donc, la progestérone, elle va commencer à augmenter. La progestérone, c'est une hormone qui va nous ralentir, qui va nous apaiser, qui va aussi générer potentiellement de l'anxiété. Son seul but, c'est de favoriser une grossesse. Donc, elle n'a pas envie qu'on aille se balader dans le monde entier. Elle a juste envie qu'on soit tranquille en attendant de voir s'il y a un bébé qui s'installe, tu vois. La progestérone, elle va aussi faire diminuer notre immunité, par exemple. Et qu'on se retrouve avec des petites maladies qui ressurgissent ou des choses comme ça dans cette période-là. Et puis, la progestérone va remonter. Et les œstrogènes vont de nouveau se mettre à remonter aussi. Donc ça, c'est après l'ovulation, entre l'ovulation et les règles. La progestérone, elle fonctionne comme une pédale de frein, un peu comme en voiture. Voilà, on a la pédale de frein. Et les œstrogènes, ils fonctionnent comme une pédale d'accélérateur. Et donc, on a les deux qui vont être sécrétés en même temps. Et le principe des hormones, c'est que c'est jamais sécrété en continu, en linéaire. C'est comme des pouf, 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 des sécrétions un peu par paliers comme ça. Et donc, je ne sais pas si tu imagines le truc, tu es au volant de ta voiture automatique et tu vas appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur la pédale d'accélérateur, parfois en même temps, parfois l'une après l'autre, etc. C'est le chaos. Les sensations un peu particulières qu'on peut avoir dans la période prémenstruelle. OK, c'est une super métaphore, ça. Intéressant. OK. Voilà, et puis ensuite, toutes les hormones vont redescendre. Là, c'est le corps est informé qu'il ne va pas y avoir de grossesse. Donc là, c'est en général cette zone-là dans laquelle le syndrome prémenstruel est le plus important, puisqu'il y a des différentiels trop importants entre les deux hormones, entre l'œstrogène et la progestérone. Et puis, de nouveau, les règles qui arrivent. Et là, le cycle recommence. Et le cycle recommence, tout à fait.
Puis d'un point de vue psychologique, comme là, j'ai un peu une idée de ce que chaque étape correspond, mais juste pour vraiment mieux les illustrer. Alors, quand on a nos règles, t'as dit on est plus tranquille, on est peut-être plus ben, nos émotions sont pas si extrêmes, mais en même temps, il peut y avoir un peu des choses qui ressortent. Je sais pas. Comment tu décris cette Moi, en période-là? fait, je vois le cycle menstruel comme une vague, tu sais, qui vient s'échouer sur la plage tous les mois. Il faut savoir qu'on va en avoir à peu près 500 dans notre vie, tu vois. Et, euh, et cette vague, on a 3 façons de la regarder. La première, ça va être, enfin, de vivre avec. La première, ça va être ce qu'on fait souvent quand on connaît rien, c'est-à-dire se la prendre sur la tête et boire la tasse tous les mois. Mm-hmm. La deuxième, c'est de la bloquer en disant moi, cette vague, elle est trop pas ok pour moi pour plein de raisons, parce que je veux pas risquer d'avoir un enfant ou parce que, enfin voilà. Et donc soit on la bloque en prenant des hormones, soit c'est notre corps comme le mien qui la bloquait, tu vois. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on est sur la plage en train de regarder les vagues et elles sont pas là, tu vois. Et la troisième façon, c'est de surfer la vague, Mm-hmm. de prendre l'énergie de cette vague pour pouvoir kiffer notre moi. Mm-hmm. Cool. Et donc, ce que je vais te proposer, moi, je propose du coup aux femmes qui suivent mes programmes d'apprendre à surfer. Mm-hmm. Tu vois. Et ce que je vais te proposer, c'est un moyen mémotechnique de se souvenir des 4 phases. OK. On est Tu vois. Et du coup, le mot surf, il a 4 lettres. Ça tombe bien. Il y a 4 phases. Ah. Tu vois. Donc, on va partir sur l'idée du surf. Donc là, je vais vous donner les premiers éléments pour apprendre à surfer. Et la première lettre, c'est le S de Superwoman. OK. Ça, c'est l'énergie qui remonte en flèche après les règles, en fait. OK. D'accord? Donc ça, c'est la remontée d'énergie après les règles, avant l'ovulation. Ensuite, la deuxième lettre de surf, c'est le U de ultra sympa. OK. Cool. Donc ultra sympa, là, c'est quand on est dans la période de l'ovulation, où on a très envie d'être en lien avec les autres. C'est normal, hein, notre corps a très envie qu'on se reproduise aussi. Mm-hmm. Il va tout faire pour que on soit dans l'interaction sociale. Et donc, on a des grandes facilités sociales dans cette période-là. Donc, la période ultra sympa. Et puis ensuite, il y a le R. Le R, c'est la période prémenstruelle. Je vous laisse chercher quelques minutes. C'est quoi le R pour vous? R. Je sais pas, j'ai juste le mot rage, mais c'est peut-être Voilà. trop intense. Non, mais c'est ceux-là qui peuvent sortir, tu vois. Donc, moi, je dis redoutable, mais il y a aussi Rambo, ou alors Ouais, OK. réactive, ou voilà. Enfin, il y en a plein comme ça. Moi, j'utilise le mot redoutable, que je trouve qui est pas mal. Parce qu'on est redoutablement efficace pour aller voir tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne va pas. Cool. Et ensuite, eh bien, on arrive donc la dernière lettre, qui est le F de la dernière lettre du mot surf, le F de fatigué. Mm-hmm. Effectivement, on va arriver dans une zone qui est la zone des règles, dans laquelle souvent on a moins d'énergie et dans laquelle on a besoin de prendre un peu de recul et de se retirer de la société. Donc là, voilà, on a Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatigué, ce qui nous permet de se souvenir des différentes phases. Puis je vois vraiment bien la vague aussi parce que c'est ça, il y a comme une recrudescence aussi d'énergie, puis après ça, un retrait vers soi-même un peu à la fin, comme la mer qui se retire avant la prochaine vague, dans le fond. C'est exactement ça, et ça va nous arriver à peu près 500 fois dans une vie. Donc franchement, faites votre choix entre boire la tasse à chaque fois, rester sur la plage et vous amuser à surfer. Puis est-ce que tu penses que le leadership féminin aujourd'hui, je sais pas si tu réfléchis un peu à ça, ben j'imagine que oui, mais est-ce que, tu sais, parce que j'ai l'impression que beaucoup on a parlé de leadership comme étant calqué sur un leadership masculin, tu sais, dans lequel on est vraiment en puissance, un peu désinvesti de nos émotions, je vais dire un leadership plus tyrannique. Et je me demande si t'as eu la chance d'observer des femmes qui ont retrouvé vraiment ce leadership-là et qui sont capables de l'appliquer dans un contexte peut-être professionnel ou qui pourraient démontrer d'autres types de leadership en connaissant cette énergie-là qu'on a dans les 4 phases que tu as nommées, là. Ah bah complètement. Moi, en fait, j'accompagne beaucoup des entrepreneuses. Mm-hmm. Donc oui, complètement. L'idée, c'est... Alors, c'est vrai que nous, en France, on parle un petit peu moins de cette notion de leadership, en tout cas, telle que vous en parlez au Canada, mais on est vraiment ça dans cette notion de
compréhension qu'à partir du moment où on se respecte soi, on respecte aussi mieux les autres. Et du coup, il est plus facile de les manager aussi en ayant quelque chose de plus humain. Pour moi, il n'y a pas forcément de leadership féminin, masculin. Les hommes, ils ont tout autant intérêt à s'écouter eux-mêmes, à accepter quand ils sont fatigués de dire « Ok, je rentre plus tôt ce soir », de la même façon que nous. Moi, j'ai envie de dire que les femmes, elles sont soutenues dans ce processus de prise de conscience, de respect de soi, etc., par leur cycle. Parce que leur cycle leur fait une proposition. Alors que les hommes c'est plus subtil. Ou les personnes, ou d'ailleurs même les femmes, ou les personnes qui n'ont pas de cycle, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas de cycle pour plein de raisons, c'est plus subtil. Donc, elles vont devoir être peut-être un peu plus à l'écoute de ça. Mais pour moi, c'est un leadership plutôt du nouveau millénaire qu'un leadership masculin ou féminin, qui est de dire à partir du moment où je m'écoute, où je me respecte, où je me rends compte qu'il y a des jours où je suis plus à fond et des jours où je suis moins à fond, et que cet équilibre, il est pertinent pour moi de le respecter plutôt que de lutter contre, on a un leadership anti-burnout, un leadership du nouveau millénaire, tu vois, qui est soutenu effectivement pour les femmes. Ça va nous être facilité si on écoute notre cycle. Puis je trouve ça intéressant aussi le lien avec le fait de mieux se connaître, tout ça, mais la recrudescence aussi d'entrepreneuses, comme tu dis, puis de plus en plus de femmes qui vont peut-être sortir du cadre corporatif pour créer une condition de travail dans laquelle elles vont plus se reconnaître et être capables de plus appliquer leur rythme, leur cycle, mais aussi leur désir de comment elles veulent bâtir leur vie autour d'elles. Parce que je pense qu'un des grands bloquants que je me dirais que si, par exemple, j'ai des gros projets au travail, je suis pas sûre si je leur disais, aujourd'hui, je vais prendre une journée off, si ça passerait bien au conseil si j'étais, mettons, dans une grande boîte ou dans une grande entreprise dans laquelle on s'en fout un peu de mon cycle menstruel puis mon niveau d'énergie, mais il faut juste produire, versus si je suis à la tête de mon entreprise, là, je peux décider comment je gère mon temps et mon énergie. Fait que, est-ce que toi, après ton burn-out, est-ce que tu pensais retourner ou t'es retourné, je sais pas... Moi, je suis retournée dans la banque après mon burn-out. Et non seulement je suis retournée dans la banque, mais je suis retournée au même poste où j'étais, avec la même équipe, avec les mêmes problèmes structurels, parce qu'il y avait des problèmes structurels. Et tout a changé parce que je m'étais changée moi. Et ça a été un peu le deal que j'ai fait avec ma psychologue à l'époque. Ça a été de dire, justement, il est plus pertinent d'y retourner et de voir que je suis capable de faire changer les choses en changeant moi, que de fuir le truc et d'avoir toujours peur que ça m'arrive de nouveau. Intéressant. Donc, moi, ça m'a vraiment porté cette idée de retourner, d'aller au bout du processus. Après, ce qui m'intéresse dans ta question, c'est que je me dis, waouh, je l'avais jamais vu comme ça, parce que moi, je le vois à l'inverse. Moi, je me dis, finalement, si je suis une femme et que tous les mois, je me sens sur le carreau quelques jours et je me sens vraiment pas bien, est-ce que j'ose entreprendre? Parce que finalement, quand on entreprend, on doit pouvoir compter sur soi. Oui, mais tu comptes sur toi dans les moments les plus productifs. Oui, mais tant que tu sais pas vraiment comment fonctionne le cycle, que c'est normal, etc., tu as l'impression peut-être d'être quelqu'un sur qui on peut pas vraiment compter et qui doit du coup peut-être compter sur une société qui va verser un salaire malgré tout, ou l'école, tu vois. Et c'est complexe cette idée-là, mais pour moi, les femmes qui entreprennent, parfois, elles ont beaucoup plus de mal aussi à s'arrêter. Dire je me pose, parce que derrière, c'est l'argent qui rentre pas, c'est tout ça. Donc mon idée, quand j'accompagne les femmes qui entreprennent, certes, c'est qu'effectivement, parfois, elles peuvent un peu plus choisir leur rythme. Mais c'est qu'elles comprennent l'intérêt de choisir ce rythme-là. Parce qu'il y a énormément de femmes qui entreprennent, en tout cas en France, qui vont aussi au burn-out. Parce que justement, ça va crescendo. Et moi, je sais que le mois dernier, par exemple, je me suis retrouvée vraiment épuisée. Mais aujourd'hui, je sais que justement, quand je me retrouve épuisée, j'ai tous les signes avant-coureurs avant de tomber malade, avant d'être mal, etc. Parce que j'ai appris à les observer chez moi. Et la proposition que je fais aux entrepreneuses, elle était surtout dans l'idée de dire apprenez à lâcher ces quelques jours éventuellement moins productifs, parce qu'ils restent productifs, même si ça n'est pas visible, pour la totalité de votre projet. Tu vois, donc ça a été ça. Après, dans les entreprises, moi, ce que j'enseigne aux femmes que j'accompagne, qui suivent la formation, c'est la façon de communiquer. Souvent, le problème, c'est pas tant de prendre 1 ou 2 jours off, parce que en vrai, dans un cycle
physiologique. Un cycle physiologique, c'est un cycle qui va bien. Le problème dans la santé des femmes, c'est qu'on a tendance à mélanger la physiologie et la pathologie. Mm-hmm. Et qui va bien, il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter complètement net pendant plusieurs jours par mois. Un cycle qui va bien, on se sent juste un tout petit peu plus en retrait, un peu moins investi dans nos projets et on a un peu plus besoin de faire le point. Mais ça, dans la plupart des métiers, c'est relativement acceptable. À partir du moment où on communique correctement avec notre hiérarchie. Je te donne le cercle vicieux, tu vas voir le truc. Si aujourd'hui je me sens un peu fatiguée, il y a des gros projets en marche, mais aujourd'hui je me sens fatiguée et je ne dis rien à ma hiérarchie parce que j'ai peur qu'on me le reproche. Eux, ils le voient que je bosse un peu moins. Par exemple, on va dire ma chef. Ma chef le voit que je bosse un peu moins. Elle s'inquiète parce qu'on a un projet à rendre pour la semaine prochaine. Du coup, elle va me mettre la pression. Comme moi, je suis fatiguée et que je supporte pas la pression parce que je suis dans une période de règles, par exemple, je vais avoir tendance à me désengager encore plus, à fuir. Donc, ça va l'inquiéter. Donc, elle va rajouter de la pression. Tu vois le processus? Alors que si on a compris ce qui se passait, si on est capable de communiquer, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? J'arriverais en disant, écoute, je me sens un petit peu down aujourd'hui. Par contre, est-ce que c'est OK pour toi si je te garantis que mercredi, tu as le projet sur la table? Tu vois, donc déjà, je te réassure mon plein engagement. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis légèrement en dessous. En plus, je sais que dans quelques jours, ça va passer. Tu vois, j'ai même pas besoin de parler de mes règles. Hein. Je dis juste, voilà, je sais ça, mais je te garantis mon plein engagement et je peux te garantir que tel jour, tu auras mon projet sur la table. Est-ce que c'est OK pour toi? Là, la pression se libère, puisque elle est plus inquiète de me voir m'éloigner. Elle relâche la pression et waouh! Puis toi, tu peux avoir ton petit moment de retrait que tu as besoin un petit peu. Donc parfois, c'est juste des techniques de communication, d'apprendre à rassurer les gens qui nous entourent sur ce qui se passe. Et à contrario, par exemple, aujourd'hui, si je me rendais compte que j'avais toutes mes réunions qui étaient positionnées dans la période où je suis superwoman, donc dans la période où je suis très effective pour réaliser des choses, j'aurais tendance à essayer d'en enlever certaines en disant clairement, écoutez, là, c'est une période dans laquelle je vais vraiment avoir une grosse capacité d'action. C'est dommage de la perdre en réunion. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des réunions qu'on peut décaler? Tu vois, c'est ce genre de choses, en fait. Et c'est là où la compréhension de soi peut permettre de gagner en productivité. Mm-hmm. Intéressant, super intéressant. Et si tu avais, mettons, quelques petits... Parce que, mettons, là, moi, je suis comme, bon, mais je commence par où? Parce que je suis trop déconnectée de moi-même, là. Quelle est une ou deux étapes qu'on pourrait, juste pour commencer à avoir cette sagesse-là qu'on laisse passer dans le fond, là, en pas écoutant son cycle? Alors, la première chose à faire, c'est de s'observer. Parce que moi, je vous ai donné des caricatures. Superwoman, ultra sympa, redoutable et fatiguée. On est d'accord que c'est 4 grosses caricatures. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de s'observer pour être en capacité de dire, OK, moi, je suis qui dans ces différentes périodes? Il y a des femmes qui vont se sentir fatiguées quand elles ovulent, qui vont se sentir en pleine forme quand elles ont leurs règles. Et tout ça, c'est complètement génial. Mais t'es qui, toi? Donc, la première chose que je vais te proposer, moi, c'est de commencer à t'observer. Et alors, notre cerveau est ainsi fait qu'on oublie les choses. Donc, c'est observer et noter. Mm-hmm. Tu vois? Donc, ça peut être tout simplement dans ton agenda. Ça peut être en faisant une fleur de cycle. Moi, j'en mets en téléchargement sur mon site. En faisant donc un mandala, en marquant chaque jour dans quelle énergie je me sens. Et voilà, ou sur l'agenda, ou alors sur une application, enfin, où vous voulez, mais notez, parce qu'on ne se souvient pas après. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Une fois que j'ai compris qu'il y avait des fluctuations, que c'était normal et que c'était lié aux hormones, je m'observe. Ça, c'est la base. Et la deuxième chose, c'est tiens, en plus du fait que je m'observe, j'arrête quand je fais quelque chose de me dire je devrais être en train de faire autre chose. Ça, c'est dur. Mais c'est essentiel. Je veux dire, on est en train de faire. On est en train de faire quelque chose, même si ce qu'on fait, c'est le ménage. Moi, au tout début, quand j'avais pas compris ce système de cycle, j'appelais ça la procrastination active. C'est-à-dire, ok, je suis peut-être pas en train de faire ce que je fais, mais je fais quand même avancer le schmilblick, quoi. Je fais quand même avancer les choses. Donc, vraiment, c'est essentiel de se dire, mais finalement, mais même le simple fait de se reposer, c'est faire quelque chose. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que le faire tel qu'on le voit, c'est en permanence de l'action.
Alors que le fait de se reposer, de prendre du recul, voilà. On dit souvent ne rien faire, mais ça veut rien dire ne rien faire. On est en train de faire quelque chose, on se repose, quoi. Déjà, c'est d'observer ce qu'on fait et observer aussi. Et troisième petite étape, du coup, moi je dirais, première étape, tu t'observes. Deuxième étape, tu arrêtes de dire je devrais être en train de faire autre chose quand tu fais un truc. Et la troisième étape, c'est ah bah mince, je l'ai perdu. Attends, je te la. Puis quand tu dis justement, je pense arrêter de penser qu'on devrait être en train de faire d'autres choses, je pense que il y a toute cette culpabilité-là aussi qu'on se met sur nous-mêmes par rapport à une productivité qui est peut-être qui vient de l'externe un peu aussi, là. Ah bah complètement. Puis je pense que bon, gérer son énergie, puis savoir c'est quoi nos standards, puis nos livrables dans un sens par rapport à nous-mêmes, c'est quand même aussi un bel apprentissage qui est pas nécessairement lié au cycle, mais qui peut-être va pouvoir ressortir de ce genre d'observation-là quand on peut s'arrêter un petit peu. Et du coup, je l'ai retrouvé ma troisième étape. La troisième étape, c'est d'aller repérer. Je sais pourquoi mon cerveau il la bloque, il l'aime pas celle-là. C'est d'aller repérer comment tu te juges dans chaque phase. Qu'est-ce que tu penses de toi dans chaque phase? Intéressant. Tu vois, et de prendre le temps de l'écrire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est pas des choses classiques qui ressortent. Je vais te donner un exemple pour moi. Quand j'ai fait cet exercice-là, ce travail-là, quand j'étais dans la période Superwoman. Mm-hmm. Waouh, génial, etc. Et en fait, le premier mot qui est sorti, c'était égoïste. Parce que je m'occupais moins de ma fille, parce que je me souviens très bien que dans cette période-là, plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, je la vois, je la visualise comme un boulet accroché à mon pied, tu sais, qui m'empêche d'avancer alors que je veux avancer. Et du coup, j'avais cette image de moi d'égoïste, tu vois. Des jugements peuvent sortir un peu dans tous les sens et pas forcément tels qu'on croit. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller en profondeur, dire, OK, là maintenant, dans l'état dans lequel je me sens, qu'est-ce que je pense de moi? Quels sont les jugements que je porte sur moi? OK, super intéressant. Excellent. Genre, j'aimerais beaucoup ça, savoir si toi qui écoutes, tu vas essayer d'adopter ça. Est-ce que tu connais beaucoup ton cycle ou non? Parce que, bon, moi, personnellement, justement, je commence vraiment à me restabiliser après la grossesse, l'accouchement, qui est quand même une autre phase de connaissance de soi très intéressante, je trouve. Du moins, c'est ça qui m'a vraiment recentré en moi-même puis dans mon corps. Mais là, retourner dans une espèce de cycle un peu plus stable, je pense que c'est un moment idéal pour que je commence à vraiment observer de ce côté-là. Surtout que, tu sais, de plus en plus, je travaille autant sur mon entreprise que sur le podcast, puis plein d'autres choses comme ça, où est-ce que je dois quand même créer beaucoup de choses nouvelles. Et je veux savoir où on peut te trouver, aller télécharger tes ressources, s'inscrire à ta formation. Peux-tu nous parler un petit peu de tes liens? Avec grand plaisir. Alors, moi, je suis en France, en Bretagne, mais l'avantage, c'est que je travaille en ligne, donc on va pouvoir me retrouver assez facilement. Donc, j'ai créé le site internet qui s'appelle Kiffe ton cycle. Alors, ce qui est super simple à partir de maintenant, c'est que vous allez tous comprendre que, en gros, tu tapes Kiffe ton cycle, tu tombes sur moi. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet, donc c'est kiffetoncycle.fr. J'ai écrit un livre qui s'appelle Kiffe ton cycle, dont je sais qu'il est disponible au Canada aussi. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un peu monomaniaque. Du coup, la formation s'appelle Kiffe ton cycle. C'est une formation en ligne qui se fait pendant 8 semaines, où effectivement, je présente toutes les bases, comment s'observer, et puis ensuite comment utiliser ce cycle comme un gestionnaire de projet, et puis comment communiquer. Enfin, tout ce dont on a un petit peu parlé, mais en plus en profondeur. Et puis, j'ai aussi fait une formation pour les jeunes filles qui s'appelle Kiffe tes premières règles. Yeah! Ah, c'est trop nice, ça. Voilà, là, c'est pour les jeunes filles de 10 ans à 17 ans. Mm-hmm. Et l'idée, là, on n'est vraiment pas sur la psychologie du cycle, mais plutôt sur du pratico-pratique. Les protections, comment ça se passe, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, etc. Et puis, de tourner ça en positif, puisque c'est ça l'idée. Et puis voilà, et sinon, je crée donc tous les trimestres, il y a un sommet du cycle menstruel qui a lieu en ligne avec un sujet différent à chaque fois.
Et du coup, le prochain devrait être sur l'adolescence. Voilà. Intéressant. Bon, ben je vais mettre tous les liens que tu as mentionnés dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pouvez aller les consulter facilement. Puis on peut te trouver, c'est ça, on peut aller voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, puis être au courant des prochains développements avec Kiffe ton cycle. En tout cas, je trouve que c'est un super beau projet et je pense que c'est de plus en plus important que nous, en tant que femmes et en tant que filles et mères de filles, de jeunes filles, qu'on ait peut-être une attitude vraiment différente par rapport à quelque chose qui fait tellement partie de notre vie. Donc, Gaëlle, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce temps, pour ton expertise. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci Tatiana, merci à vous. Et puis si vous avez des questions à la suite de cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis à votre entière disposition. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!